monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine. Coup de massue pour les partisans de l'accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord et son pays est le troisième à s'opposer à cet accord. Désormais, il ne sont plus que 194 pays à avoir signé l'accord de Paris qui est ambitieux de lutter contre le réchauffement climatique. La planète est-elle si menacée? En tout cas, cette semaine, la ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, a connu une attaque armée. Heureusement, pas de victimes en vies humaines dans le camp de l'ONU et à la base militaire française. Dans cette édition d'un tour dans le monde, en guise de gros plan, un regard sur Emmanuel Macron à l'épreuve de la gouvernance mondiale. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Aux États-Unis, nouveau rebondissement dans l'affaire de l'ingérence russe lors de la dernière campagne présidentielle. L'ex-patron du FBI limogé, James Comey, sera entendu le 8 juin prochain par une commission du Sénat chargé de cette affaire. Selon CNN, James Comey promet de révéler les pressions qu'il a subies. Le monde qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. Direction la France où les taux se resserrent sur Richard Ferrand. Le procureur de Brest a décidé de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les activités passées du ministre de la Cohésion des Territoires. Une décision motivée par de nouvelles révélations du canard enchaîné, des révélations susceptibles de mettre en cause ce ministre, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Les investigations porteront notamment sur une opération immobilière conclue en 2011, à l'époque où il était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Une annonce qui embarrasse le gouvernement d'Édouard Philippe le jour même de la présentation de la loi sur la moralisation de la vie politique par le ministre de la Justice, François Bayrou. En Côte d'Ivoire, une entente verbale aurait été conclue entre le gouvernement et une partie des démobilisés. C'est du moins ce qu'affirment jeudi dernier les représentants d'une branche qui revendique au moins 6 000 anciens combattants. Cette branche réclame au gouvernement 18 millions de francs en CFA. Toutefois, il faut dire que certains points restent à éclaircir. L'Afrique qui bouge, c'est une mouture d'Alain Patrick Fouda. En Côte d'Ivoire, fin de la protestation des rebelles démobilisés, un terrain d'entente a été trouvé entre ces derniers et le gouvernement ivoirien. Les démobilisés ne percevront pas les primes revendiquées, mais devront se contenter de promesses gouvernementales, des promesses dont aucune des deux parties n'a souhaité révéler le contenu. Pour rappel, les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés dans l'armée, contrairement aux soldats mutinés en janvier et mai à Bouaké et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Nouveau drame de l'immigration dans le désert du Niger. Au moins 44 migrants, parmi lesquels des bébés, ont été retrouvés morts dans la région d'Agadez, dans le nord du pays. Ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe. Selon une source sécuritaire, ces candidats à l'exil sont morts de soif, leur véhicule étant tombé en panne. Bientôt un mois qu'Emmanuel Macron préside aux destinées de la France. Ses premiers pas, tant à national qu'à l'international, sont scrutés. En si peu de temps, le président français a rencontré de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Occasion pour lui de faire entendre la voix de son pays. Emmanuel Macron à l'épreuve de la gouvernance mondiale. C'est le sujet que nous allons débattre avec notre invité, Dr Gérard Messina. Bonjour. Bonjour Françoise. Voilà, nous n'allons pas citer tous les déplacements du président français. En si peu de temps, on l'a vu à l'OTAN et au G7 et il semble qu'il a très bien compris que la diplomatie, c'est plutôt une affaire de gestes et de symboles.
Est-ce que vous êtes de cet avis? Effectivement, la diplomatie, c'est une affaire de gestes, c'est une affaire de symboles, c'est une affaire d'image. Et ça marche avec un système de représentation, j'allais dire en chaîne. Et ce qui a été l'élément le plus important, c'est que, bénéficiant justement de la fraîcheur de son élection, il a pu prendre part à un certain nombre de rendez-vous importants à l'international. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc le sommet de l'OTAN, le sommet du G7 et juste avant cela, le voyage au Mali, dans le cadre justement de la visite qu'il a rendue aux forces Barkhane. Et c'était pour lui peut-être l'occasion de porter son costume de chef des armées? C'était très important parce que, tenant compte des aléas du mandat de son prédécesseur, en termes d'image, il semble que la France avait beaucoup perdu à l'international en termes d'image, et pour travailler à la reconstruction de cette image, il a opté de mettre en avant justement la dimension, le versant chef des armées. Et en tant que chef des armées, il a cru devoir donner le ton. C'est pour cela que la première chose à faire, c'était de montrer qu'il est dans la continuité en validant justement l'option qui avait été prise par François Hollande dans le cadre justement du déploiement de la force Barkhane au Mali pour démontrer clairement qu'il souscrit à la lutte contre le terrorisme qui représente un enjeu important pour la France en tant que puissance mondiale. À cette occasion-là, docteur, on a entendu des voix, certaines personnes disent que le président Emmanuel Macron voudrait ici la France, son pays, dans le cercle des pays puissants en matière d'armement justement, puisqu'on a également vu la dénomination qui s'est opérée entre le ministère de la Défense en France, qui est aujourd'hui maintenant le ministère des Armées. Pensez-vous que la France peut vraiment se hisser parmi les puissances militaires? Et il faut dire que la France est une puissance militaire. Parce qu'elle détient le nucléaire? Elle a toujours été. Mais ce qu'il faut donc souligner, certainement à grands traits, c'est que à un moment donné, elle a semblé ne plus vouloir afficher cette image-là, peut-être parce que la détente et puis l'accent particulier mis sur les opérations de promotion de la paix voulait qu'à un moment donné, justement, chaque puissance, et naturellement la France, veuille bien donner l'impression que la priorité, ce n'est pas la guerre. Mais le contexte, justement, international s'y prête. Et aujourd'hui, redorer le blason de la France à l'international passe nécessairement par le défi de montrer clairement aux yeux du monde que la France est une puissance militaire. Elle l'a toujours été. Et le président français se veut justement l'incarnation de cette puissance militaire. Ce serait important de comprendre que la grandeur, par exemple, de Napoléon, dont on parle toujours, vient de son statut de chef de guerre. C'était très important à l'époque. Et au-delà du statut de chef de guerre, le statut surtout de chef des armées. Et qui lui a permis justement de donner à la France une dimension extrêmement puissante à l'international, sur la base justement des victoires conquises. Revenons à la participation d'Emmanuel Macron lors du G7. Il faut dire que parmi les 7 dirigeants, il y en avait 4 qui étaient tout nouveaux. C'était leur première participation. Et semble-t-il, le président français aurait séduit par son côté décontracté, en même temps ferme. Il savait clairement qu'on l'attendait. Et je crois que il a non seulement travaillé personnellement, mais aussi l'équipe autour de lui a travaillé à mettre en place un mécanisme de renforcement de son image, de mise en cohérence justement de cette image-là,
Et lui-même a travaillé justement cette mise la dimension pour qu'il reflète justement l'épaisseur attendue de lui. On sait qu'aux yeux du monde, c'était quand même assez curieux. C'est vrai, les grandes démocraties ont la particularité de surprendre. C'est quand même un président de 39 ans et qui est à la tête de la France, une puissance mondiale. Et du coup, on se disait, s'il s'est bien comporté en interne au niveau de la scène politique française, il fallait qu'on voit effectivement de quoi il était capable au niveau de la scène internationale. Et je crois qu'il n'a pas déçu. Au contraire, si l'on s'en tient à tout ce qui a été présenté et si l'on s'en tient également à notre analyse personnelle, je crois que la performance a été plus qu'honorable, elle a été exceptionnelle. La caractéristique d'un héros sur le plan international, c'est de représenter avec une très grande dignité les intérêts de sa nation. Et Macron a l'avantage de rassembler un certain nombre d'attributs, non seulement sur le plan physique, sans être femme. Les femmes disent de lui qu'il est très beau et il paraît que c'est vrai. Sa jeunesse également, c'est un atout extrêmement important. Beaucoup de fraîcheur. Sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, il justifie d'un bagage extrêmement consistant. On a vu sa performance au cours justement de la campagne présidentielle et surtout à l'occasion du débat en prélude au deuxième tour. Et docteur, si vous permettez, vous avez évoqué tout à l'heure la jeunesse du président français, simplement pour dire que lorsque lui-même, également au sommet du G7, ayant travaillé son image, il a posté une photo de lui avec le Premier ministre canadien et il n'a pas manqué de faire un commentaire, de tweeter en disant « Nous avons un défi à relever, nous autres jeunes leaders ». Justement, il se trouve que... Je parlais des attributs physiques tout à l'heure. Le président français, tout comme le Premier ministre canadien, ils sont nés au cours des années 70, au cours de la décennie 70. Donc, naturellement, on a une plus grande disposition à communiquer avec ceux qui sont de notre âge, parce que les défis sont les mêmes, les problématiques sont les mêmes. La vision du monde, je veux dire, les visions du monde sont presque les mêmes. Et l'autre affaire, c'est que lorsqu'il y va, justement, même si on lui reconnaît un certain nombre de qualités, on se dit, est-ce qu'il va tenir? Et ce sera intéressant de revenir sur un petit détail qui est finalement devenu un élément très important en matière de communication, la fameuse poignée de main avec Trump, qui est connu pour broyer justement les mains justement de ceux avec lesquels il traite. Et il semble que Emmanuel Macron s'est bien préparé en conséquence et il n'a pas manqué de mettre en valeur sa jeunesse, sa fraîcheur, et il a su contrer, donc Trump a été surpris. Et vous savez, en matière de communication, la poignée de main a quelque chose d'extrêmement fort. C'est un élément symbolique qui permet d'établir la relation entre un sujet et un objet. Et même dans le cadre d'un échange entre deux sujets, un des sujets peut devenir facilement un objet. Donc, c'est ce que Emmanuel Macron a refusé. Et il a eu justement l'occasion de se faire des amis, et donc notamment le Premier ministre canadien. Et il a également donné l'impression d'avoir très bien compris que c'est dans le multilatéral que les rapports de force se dessinent entre puissances. On a donc l'impression que le sommet du G7 nous a donné un tout petit peu la température de la géopolitique internationale dans les 5 prochaines années. L'avantage avec le G7, qui est un cercle restreint, c'est que justement, les rapports peuvent être approfondis d'une manière beaucoup plus intéressante. On peut bénéficier de petits espaces beaucoup plus confortables pour des échanges détendus sur des questions extrêmement importantes. Et on l'a vu, donc, Macron ne manquait pas de d'aborder, j'allais dire, d'évoquer la question essentielle pour lui en tant que
figure centrale de la diplomatie internationale de la France. La question du climat, naturellement, la question du terrorisme et plus encore celle du climat parce qu'il a là le défi de défendre l'accord de Paris signé en décembre 2015 par plus de 190 pays. Étant donné que la position américaine avec les déclarations sulfureuses du président Trump au cours de la campagne présidentielle. Par retirer justement les États-Unis de l'accord. Voilà, et vous comprenez. Voilà, pour dire toujours que lors des échanges de ces rencontres multilatérales, il y a eu des rencontres bilatérales. Le couple franco-canadien a séduit, mais également le couple franco-allemand qui est justement le socle de l'Union européenne, a davantage séduit lors de ces rencontres-là. On a comme l'impression que Macron également a véritablement à cœur de sauver l'Europe. Macron a d'autant plus à cœur de sauver l'Europe qu'aujourd'hui, on sait que la France, à l'international, a un plus grand rayon d'implication. Et il se trouve que aujourd'hui, le travail que voudrait faire Trump, c'est d'amener justement les autres partenaires de l'Europe à s'engager dans un certain nombre de causes à l'international et naturellement celles liées à la lutte contre le terrorisme. Et on sait bien évidemment que la France engagée voudrait voir à ses côtés l'Allemagne qui semble naturellement beaucoup plus réservée et pas du tout incline à jouer ce rôle de gendarme de l'Europe dans le monde. Mais les accointances de plus en plus serrées entre Macron, qui, on ne le dira jamais assez, dans l'intégralité de sa personnalité, semble séduire, les accointances entre Merkel et lui laissent croire et laissent voir que, dans une certaine mesure, on évoluera dans le sens d'une mobilisation assez forte de l'Europe, non seulement pour ce qui est des questions relevant de l'international, mais aussi pour ce qui est de l'Europe en elle-même en tant qu'entité. Et on peut constater également que c'est la même démarche qu'il a adoptée vis-à-vis du Premier ministre belge. Vous avez dû le constater, les problèmes qu'il pose dans sa démarche héroïque, c'est beaucoup plus, c'est lui le problème justement de la défense des classes moyennes et des classes populaires. Donc il est question de voir dans quelle mesure il peut être conçu et mis en place un certain nombre de politiques communes visant l'harmonisation de la gestion de l'accompagnement de ces classes populaires, de ces classes moyennes, et ce qui permettrait sur le plan économique de sauver, j'allais dire, l'industrie européenne. Le modèle allemand, vous le savez, c'est un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises. Et c'est là justement que se trouvent pour l'essentiel les classes moyennes et les classes populaires. Et je pense que la mobilisation peut être forte tant du côté de la Belgique que du côté de l'Allemagne et naturellement des autres pays membres de l'Union européenne dans le sens de la mobilisation pour la protection des intérêts des masses populaires. Là, une fois de plus, c'est une démarche qui relève justement des vertus cardinales qui caractérisent le Euromiti, la solidarité, la communauté, la protection des plus faibles, l'amour, voilà, donc de manière générale. Évoquons maintenant la relation franco-russe pour dire que juste après le sommet du G7, qui a quand même eu un ton très dur vis-à-vis de la Russie, on a vu le président Macron recevoir de manière très détendue le président Vladimir Poutine. C'est pour dire que vraiment, il est décomplexifié face à tous ses homologues. Justement, on parlait de la communication corporelle tout à l'heure, pour être beaucoup plus précis, au-delà des poignées de main qui sont assez chaleureuses, assez chaudes et qui sont
des occasions de démontrer que dans cet espace micro-sémiotique de la puissance et de l'exercice du pouvoir, Macron est aussi fort, sinon un peu plus que ses prédécesseurs. Il y a l'étape dans le dos, l'étape à l'épaule qui montre non seulement une sorte d'équilibre dans les rapports et même quelque part une volonté de démonstration de la supériorité de Macron qui incarne justement la puissance française. Totalement décomplexé, totalement décomplexifié et on voit dans le ton également le type de problème qu'il pose et l'intérêt qu'il porte de manière générale à tout ce qui concerne la France. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a, par exemple, au-delà de toutes les questions essentielles liées au terrorisme et à la nécessité de mettre en place un mécanisme de coopération qui devrait être renforcé entre, naturellement, j'allais dire, ses homologues à l'international et lui, mais aussi le sort spécifique, soit des minorités menacées, soit des Français qui sont en difficulté dans les pays européens. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine récemment au château de Versailles était un air de dégel dans les relations entre les deux pays? Sans embâche, je dirais oui, dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a eu une sorte de radicalisme dans le ton qu'avait affiché son prédécesseur, François Hollande. Un peu comme disent les enfants, je ne joue plus avec toi. Donc il s'est retiré, il ne lui parlait plus. Et puis, lorsqu'il faut lui parler, c'est en termes de menaces par rapport à la nécessité justement de se retirer d'une certaine manière du dossier syrien. Mais il y a quand même eu une réponse à la bergère, puisque le président Poutine, à la dernière minute, a annulé un de ses déplacements en France en octobre 2016. C'est quand même Poutine. C'est quand même Poutine. Et là, c'est du Poutine pur et dur. Donc cela ne devrait pas surprendre. Vous ne pouvez pas poser un acte d'humiliation diplomatique volontaire et penser qu'il ne va pas réagir quand il représente quand même, quand il se veut l'incarnation de toute la puissance russe, dont naturellement c'était comme ça. Mais je pense qu'avec Macron, la démarche qu'il préconise est tout autre. Une sorte de retour systématique au dialogue avant de pouvoir déboucher sur un certain nombre de conclusions. Et je crois que... Et c'est peut-être aussi de la réelle politique qui impose cette démarche au président Poutine. La vérité dans l'affaire aussi, c'est que son prédécesseur, François Hollande, croyait avec naturellement les autres leaders européens, j'allais dire de l'Union européenne, que la solution au problème syrien avec la mise à l'écart de Bachar al-Assad allait être extrêmement rapide. Donc c'est à l'épreuve du temps qu'on se rend à l'évidence qu'il faudrait peut-être changer la démarche, qu'il faudrait peut-être penser à une autre stratégie. On parlait de l'épaisseur psychologique et intellectuelle d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Naturellement, la sagesse voudrait qu'il ne s'inscrive pas dans la dynamique de l'échec ou dans la dynamique de l'enfermement. Ça serait une reproduction systématique de la démarche de François Hollande et surtout que, quelque part, au cours de la bataille pour la présidence, on estimait qu'il était la reproduction du système en place. Donc, il n'hésiterait pas à tout faire pour refuser, autant que faire se peut, de marcher sur les plates-bandes de l'échec de l'équipe précédente. Pour rester sur l'amitié franco-russe, de quel poids pèse cette amitié finalement dans la résolution des conflits, par exemple, en Europe ou dans le monde? La réelle politique évoquée tout à l'heure nous renvoie fondamentalement au réalisme en matière de relations internationales. Lorsqu'on pèse du poids que présente la Russie, on est une entité politique internationale avec laquelle on est obligé de composer. Et la puissance des nuisances de la Russie
oblige justement l'établissement, le maintien, la promotion même du dialogue. N'oubliez pas que même dans les cercles les plus restreints, dans le système des Nations Unies, l'OTAN et de tout ce que vous pouvez imaginer, la Russie garde une place importante qui lui donne la possibilité justement de décider. Et naturellement, si le dialogue est systématiquement rompu, ça pose problème. Et donc, du coup, cela signifie il faudrait une amitié, même si elle n'est pas de nature à se faire des bisous sur la bouche, mais que ce soit une amitié qui permet justement de se serrer la main, parce que là aussi, on est encore dans la symbolique de la communication corporelle. Pour aller dans le même sens que vous, cela signifie que le président Macron a compris que l'amitié avec la Russie permet au moins une stabilité de l'équilibre mondial. Une stabilité de l'équilibre mondial, et elle évite une dispersion, j'allais dire, imbécile des énergies. Lorsqu'on sait qu'on en a besoin plus que jamais aujourd'hui pour mener un certain nombre d'opérations à l'international. Et j'insiste justement sur l'épaisseur, la consistance, la force même de la Russie au regard de sa capacité de nuisance qui ne se laisserait pas faire et qui entend justement garder sa ligne éditoriale politique jusqu'au bout. Et donc, il n'est pas question que la Russie s'aligne. Au contraire, elle continuera de défendre sa ligne stratégique et naturellement, l'option la plus intéressante, c'est l'amitié pour le maintien de l'équilibre, j'allais dire mondial, de manière générale. Est-ce qu'avec l'arrivée justement de ce nouveau leader politique français, va-t-on se rapprocher de l'époque de gloire qu'on a connue entre le président François Mitterrand et Mikhaïl Gorbatchev dans l'amitié franco-russe? Pas tout à fait. De mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse déboucher sur la reproduction. Ce sont des tempéraments différents? Les tempéraments sont différents, l'époque est également différente, les enjeux sont différents et donc, naturellement, le discours même est différent. Et vous l'avez vu, Macron lui-même s'inscrit dans la démarche de la construction d'un discours politique autonome qui lui permet justement de ne pas tomber dans la péremption que les autres ont connue de manière systématique. Et je crois que c'est là même que vient sa force. Et non, c'est un produit toujours consommable. C'est un produit politique extrêmement nouveau et qui a l'avantage de rassembler comme tous les bons produits, un certain nombre d'attributs physiques, un certain nombre d'attributs moraux, un certain nombre d'attributs psychologiques. Et donc, ceux qui s'identifient en la personne croient devoir bénéficier des dividendes, justement, de la croissance exponentielle sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan psychologique même. Parce qu'aujourd'hui, la France, à l'international, affiche une image différente parce qu'on la perçoit comme une grande démocratie, donc capable de se renouveler. On a vu comment les produits politiques qu'on a cru périmés, justement, ont été systématiquement balayés par Emmanuel Macron. Pourtant, on espère que la France... C'était des gens qui présentaient une certaine épaisseur politique qui laissaient croire que Macron, dans sa jeunesse, dans sa fragilité, entre guillemets, ne pouvait pas tenir face à des mastodontes comme voilà, les Fillon et tous les autres qui se sont écroulés les uns après les autres. Docteur Gérard Messina, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette édition d'Un Tour dans le monde. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un excellent week-end.